Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, les 32 fonctionnaires qui étaient détenus par le MNLA ont été libérés. Ils ont été accueillis ce mardi à Bamako par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Travailler main dans la main, souder leurs forces pour le retour de la paix en Centrafrique, c'est l'ambition d'un groupe de citoyens qui parcourt les quartiers de la capitale Bangui. 47 hectares classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, découverte des 10 palais royaux d'Abomey, situés à 150 km de la capitale économique béninoise, Cotonou. Au Mali, les 32 fonctionnaires libérés lundi soir sont arrivés ce mardi à Bamako. Ils étaient retenus en otage depuis 3 jours par le mouvement national de libération de l'Azawad dans la ville de Kidal. Et ils ont été accueillis à l'aéroport par le président Ibrahim Boubacar Keïta. On l'écoute. Ce pays est indivisible, il restera un. Du nord au sud, nous sommes frères et sœurs. Dieu nous a fait un partage commun de cette terre du Mali. Cela est éternel. Les attaques se multiplient au Nigeria. Dernier exemple en date, un double attentat a frappé mardi un marché très fréquenté de la ville de Jos, dans le centre du pays. Bilan, 118 morts et 56 blessés. Ces attaques à la bombe n'ont pour l'instant pas été revendiquées. Les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Toujours au Nigeria, on est sans nouvelles des 200 jeunes filles qui ont été enlevées il y a un mois. Pour quelles raisons ces jeunes lycéennes ont-elles été enlevées? Les spéculations vont bon train. La lutte contre le terrorisme s'impose pour faire barrage aux attaques du groupe islamiste Boko Haram. Un reportage d'Afalake Oudinoye commenté par Fanny Mouli. Le Nigeria entre incompréhension et indignation dans l'affaire de l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok. Depuis quelques mois, Boko Haram, par des attaques terroristes, dicte sa loi aux autorités nigérianes. Les attaques répétées des islamistes de cette organisation laissent les populations sur un qui-vive permanent. Il y a eu beaucoup de spéculations à propos des raisons de cet enlèvement. Mais tout cela, ce sont des spéculations car il n'existe aucune preuve. C'est peut-être un geste politique, peut-être un mouvement terroriste du groupe islamiste Boko Haram. Qu'il l'ait fait pour des raisons politiques ou des raisons religieuses, ou comme nous l'avons récemment entendu pour la libération de certains de leurs prisonniers, tout cela est en train de se régler. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas les représentants du gouvernement, et nous ne sommes pas les personnes en position de connaître les revendications de ce groupe. Nous sommes juste des citoyens. Nous ne savons pas à ce jour les raisons profondes de l'enlèvement de ces 200 filles vulnérables. L'enlèvement de ces jeunes filles et la vive émotion qui s'en est suivie a révélé une vérité, celle de la nécessaire unité des populations nigérianes, des autorités de tous bords, chrétiens et musulmans, dans la lutte contre le terrorisme au Nigeria et dans la sous-région. C'est un moment qui appelle à l'unité. Il est temps pour nous de comprendre que nous devons nous unir pour faire face à ce problème qui est commun à tous. À Moubi, des chrétiens et des musulmans ont été tués. La plupart de ces jeunes filles sont chrétiennes. Bien sûr, nous savons que 80% des personnes vivant à Chibok sont chrétiens, mais des musulmans ont également été enlevés. Alors arrêtons ces bêtises. C'est un problème sérieux. Musulmans, chrétiens, le nord, le sud, nous avons un problème grave qui va imploser. À côté des actions du gouvernement, on se mobilise comme on peut pour la libération des lycéennes. À Lagos, par exemple, un concert a récemment été organisé, un concert intitulé Bring Back Our Girls. Il est difficile de parler parce que c'est quelque chose qui fait mal aux gens. Beaucoup de parents pleurent. Donc nous sommes là pour pleurer avec nos voix, pour leur dire de libérer nos sœurs, nos enfants, et ils doivent les libérer vivants. Sur le plan politique, un sommet international a été organisé par la France. Ce sommet, qui a réuni le Nigeria et ses pays limitrophes, a décidé d'unir les efforts de chacun contre le terrorisme. En Centrafrique, des musulmans et des chrétiens travaillent main dans la main pour le retour définitif de la paix. Réunis sous association le collectif 236, ils se retrouvent régulièrement sous l'arbre à palabres pour établir la confiance entre les différentes communautés. Ibra Radjindjaï. L'égoïsme et la haine ont seule une patrie, la fraternité n'en a pas. Cette citation d'Alphonse Lamartine pourrait être leur devise. Eux, ce sont ces Centrafricains chrétiens et musulmans qui ont pris depuis plusieurs mois leur bâton de pèlerin pour prêcher le vivre ensemble que la Centrafrique a toujours connu. Pour ce groupe de citoyens, peu importe la confession de son voisin,
Chaque jour, il parcourt les quartiers de Bangui pour instaurer le dialogue entre les communautés. L'objectif principal que nous poursuivons dans nos réunions, c'est de permettre que chrétiens et musulmans qui se regardaient en chaîne de faïence se retrouvent, se parlent, se pardonnent. Que chacun essaie d'enlever la peur de l'autre qu'il a en lui. Parce que nous ne mentons pas. Nous sommes au kilomètre 5, il y a des chrétiens qui ont encore peur du musulman. Il y a aussi des musulmans qui ont aussi peur du chrétien. Alors nous travaillons sur ce but-là, à favoriser les gens, à favoriser la cohésion, permettre que les uns et les autres se parlent. Un processus de réconciliation entre les chrétiens et les musulmans dans le quartier PK5 est en cours. Le collectif 236 km 5 tente de rétablir la confiance entre ces populations qui ont longtemps cohabité en toute quiétude. Des actions soutenues par les associations humanitaires et par l'Organisation des Nations Unies. Notre plan est d'aller soutenir et redynamiser le dialogue entre les communautés dans toutes les régions du pays où il est en cours. Parce que pour nous, ce dialogue entre la population est un pas dans la bonne direction pour pacifier ce pays et favoriser le rapprochement entre les communautés qui y vivent. Né au début du mois d'avril, le collectif 236 veut devenir un acteur majeur dans la réconciliation entre Centrafricains. Au départ, ils étaient une quinzaine d'habitants du quartier à en faire partie. Aujourd'hui, ils revendiquent un peu plus d'une centaine de participants. Le Rwanda accueille les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement depuis ce lundi. Près de 3000 personnes sont attendues pendant une semaine. Parmi les hautes personnalités, pas moins de 7 chefs d'État africains, dont le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Les assemblées de la BAD se tiennent au moment où la banque célèbre ses 50 ans d'existence et de contribution au développement de l'Afrique. Le thème de cette commémoration est les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons. Découverte d'une des merveilles du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette merveille se situe au Bénin. Elle renferme les secrets, l'histoire, la culture des rois d'Abomey. Reportage de notre correspondante Chérelle Ouattawema, commenté par Camille Thomas. C'est le seul bien matériel béninois inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Composé de 10 palais, le site des palais royaux d'Abomey, situé à 150 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin, s'étend sur une superficie de plus de 47 hectares. Au cœur de ces vestiges de la royauté dahoméenne trône le musée historique. Ces bâtisses, vieilles de plusieurs siècles, demeurent de par les bas-reliefs qui y sont sculptés, des témoins silencieux de l'histoire de l'un des plus puissants royaumes du golfe de Guinée. Un bas-relief, c'est des témoignages du passé au présent, au futur d'un roi. Et ce que nous avons ici aujourd'hui, ça témoigne l'histoire de Sa Majesté Guézo. Puisque dans le temps ancien, nos ancêtres n'avaient pas connu l'écriture. C'était la tradition orale qu'il avait passée. Les bas-reliefs, les tombes de puissants rois sont quelques points d'attraction de ce site qui attire entre 13 et 25 000 visiteurs chaque année. Cet intérêt des touristes s'explique par la mise en œuvre du plan de gestion de conservation du site, axé sur la réhabilitation de ses différentes composantes, notamment les palais royaux. Nous avons réhabilité également, comme je l'avais dit, le palais de Béhanzin et le palais de Guézo et de Glélé, c'est ça l'essentiel du musée historique d'Abomey. Et progressivement, également, on vient de restaurer le palais du roi Agoué Agou. Voilà, donc pour le moment, c'est les lieux qui sont restaurés. Les fonds issus des visites touristiques assurent en grande partie la prise en charge des ressources humaines du site. Malgré l'apport financier du ministère béninois de la Culture, ces symboles architecturaux de l'histoire du royaume de Dahomey tombent en désuétude. Aujourd'hui, le site des palais royaux d'Abomey aspire à faire peau neuve. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.